L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Sa voix traverse les frontières du Sénégal, son pays natal. Ndeye Marie Aïda Ndiéguène est une fervente défenseur de notre planète, diplômée en génie civil. Elle est à la tête d'EcoBull2MS, une start-up qui fabrique des hangars avec des pneus recyclés pour lutter contre les pertes de récolte. Aujourd'hui, elle milite pour une agriculture durable, pour protéger notre planète. Elle est prête à faire le tour du monde pour faire entendre la voix des sans-voix. Et justement, c'est en direct de Kigali qu'elle répondra à nos questions. Ndeye Marie est en direct de la capitale rwandaise avec nous. Bonjour Ndeye Marie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est un grand honneur d'avoir cette opportunité de partager avec vos téléspectateurs. Alors Ndeye Marie, nous allons d'abord parler à la passionnée d'agriculture que vous êtes. Qu'est-ce qui vous lie à la terre, aux cultures? Alors, c'est une longue histoire d'une jeune étudiante qui débarque avec un sac à dos dans une zone rurale du Sénégal à la rencontre des agriculteurs et qui se rend compte que d'énormes problématiques sont liées à cette agriculture-là, que nos agriculteurs sont désœuvrés par rapport à certaines problématiques locales et qu'avec ses compétences acquises à l'université, elle est capable d'apporter des solutions. Donc, mon histoire avec l'agriculture, c'est une longue histoire qui a commencé il y a plus de 8 ans maintenant Une longue et qui m'a menée histoire, au Sénégal et dans le monde. une longue histoire, vous l'avez dit. Cette passion pour l'agriculture, elle est la suite logique de la femme entrepreneur que vous êtes. Je dis cela parce que vous, à la base, vous êtes ingénieur en génie civil et vous avez mis vos années d'expérience, vos années d'études au service des agriculteurs. Vous êtes la fondatrice, je vous le rappelle, d'EcoBull2MS, une start-up qui construit des hangars de stockage écologique pour éviter les pertes de récolte. Ndeye Marie, cette start-up, elle a vu le jour en 2016. À l'époque, j'imagine, vous ne pouviez rester les bras croisés face à cette situation qui hantait le sommeil de plusieurs agriculteurs sénégalais. Tout à fait, Pape. Donc, on a en 2016-2017 une production globale qui avoisine les 10 millions de tonnes de pommes de terre simplement dans la zone des Niayes et un tiers de cette production globale-là qui est perdue en raison du manque d'espace de stockage et de conservation. Il était de mon devoir en tant qu'ingénieure sénégalaise, en tant que diplômée de nos universités, de mettre à profit mes compétences en ingénierie pour résoudre cette problématique-là. Et c'est de là qu'est née EcoBuilders MS, une jeune start-up innovante spécialisée dans la construction de dispositifs de stockage écologiques, économiques et intelligents à usage des producteurs. Ce sont des dispositifs 100% conçus en matériaux recyclés et naturels, puisque nous savons que la problématique climatique est une problématique majeure. Il fallait concilier ce challenge-là du recyclage de ces déchets plastiques tout en mettant en place une solution pour les producteurs. Alors, selon la FAO, les pertes en grains après les récoltes s'élèveraient à 4 milliards de dollars par an en Afrique subsaharienne. Cela pouvait combler les besoins minimums annuels d'au moins 48 millions de personnes. Ces chiffres aujourd'hui renseignent sur l'importance et l'urgence de se mobiliser pour éviter ces pertes de récolte. Aujourd'hui, Ndeye Marie, comment vos hangars sont accueillis par les agriculteurs? Ont-ils noté une amélioration dans la conservation de leurs produits? Bien sûr, bien sûr. Depuis que nous avons démarré, nous avons impacté plus de 3000 producteurs répartis dans 7 pôles ruraux du Sénégal et nous avons conçu 7 hangars communautaires. Donc, tout en créant plus d'une centaine d'emplois directs et indirects, puisque nous travaillons avec les jeunes de la communauté que nous formons à notre technique. Donc, c'est une innovation qui a été très bien accueillie. D'ailleurs, la première autorité qui a cru en ce projet-là, c'est feu le maire de Kaya Nyaseka, qui était un agriculteur,
donc qui a été à la base voilà, de cet accueil-là dans notre première zone cible, qui est la zone de Kayar. Et depuis lors, nous avons sauvé plus de 62 000 tonnes de récolte du pourrissement d'oignons et de pommes de terre et impacté plus de 3 000 producteurs. Donc, c'est une innovation qui est bien accueillie, qui a pour objectif aujourd'hui de s'étendre au Sénégal, mais au-delà des frontières du Sénégal. Nous visons à travailler avec des producteurs un peu partout en Afrique, ici au Rwanda, où nous avons pris part à l'une des plus grandes rencontres sur l'agriculture en Afrique, qui est le CADEP, la commémoration du CADEP. Et nous avons eu la chance d'échanger avec notamment l'Union africaine sur cette possibilité-là de travailler avec des producteurs un peu partout en Afrique. Alors, on vous voit sur ces images, Ndeye Marie. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes étapes de la construction de ces hangars et les matériaux que vous utilisez pour sortir de terre, j'ai envie de dire, ces greniers durables? Alors, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des dispositifs totalement conçus en matériaux recyclés et en matériaux naturels. Des fondations de ce dispositif jusqu'au niveau de la structure, toute la structure est en matériaux recyclés. Donc, des pneus pour l'aspect structurel, des bouteilles pour la stabilité, des sachets en plastique pour l'isolation et également des matériaux naturels tels que la terre et le tifa, qui sont deux matériaux ancestraux et naturels connus au Sénégal, qui sont utilisés pour créer une couverture thermique tout autour de ce dispositif et qui nous permet, sans utiliser aucun apport d'énergie externe, de réduire la température intérieure de 7 à 10 degrés. Donc, on arrive, grâce à ce modèle durable, à conserver la pomme de terre de 0 à 3 mois et l'oignon de 0 à 6 mois, ce qui est une révolution quand on sait qu'on utilise simplement les propriétés thermiques de ces matériaux-là. Marie, vous êtes aussi diplômée en sciences de l'environnement. Vous êtes très engagée pour la défense de la protection de notre planète. Récemment, le Brésil a accueilli la COP30. Que retenir de la participation africaine? Quel regard portez-vous sur la participation africaine à cette COP? Qu'est-ce qui a changé dans le discours de l'Afrique? Le discours de l'Afrique, il se veut de plus en plus concret et décidé. Il n'est plus au stade de simplement discuter de ces impacts-là, mais de négocier de façon claire des fonds pour pouvoir pallier aux conséquences de ce changement-là que nous vivons en temps réel. Comme je le dis souvent, le changement climatique n'est plus à l'échelle des rapports et des discussions. Nous sommes impactés sur le terrain, nos agriculteurs nous rapportent les impacts de ce changement-là. Dans nos pays également, qui sont des pays côtiers, nous avons énormément en fait de populations qui aujourd'hui se lèvent et prennent la parole. Donc, la participation de l'Afrique, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus concrète, elle est de plus en plus dans l'axe de dire nous sommes là, nous subissons et nous attendons que des actions concrètes soient faites, puisque nous devons passer de l'échelle des négociations à l'échelle du terrain. Donc, je vois que cela se discute de plus en plus, cela devient de plus en plus concret. Et nous espérons que cette COP30 qui se déroule aujourd'hui au Brésil, au cœur de la forêt amazonienne, symbole de toute la biodiversité du monde, mais aussi symbole de cette destruction de plus en plus rapide, marquera une avancée significative dans ces négociations-là pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Marie, on parle souvent de changement climatique, de réchauffement de notre planète, mais aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, est-ce que ces thématiques sont traitées et discutées comme il faut? Est-ce que la population et les jeunes sont conscients des enjeux de l'heure en termes de durabilité? Alors, il reste bien sûr un grand travail qui est fait par les associations locales, par énormément d'organisations qui sont là et qui organisent énormément d'événements pour que cette question du changement climatique et cette question environnementale de façon globale soit au cœur de l'actualité. Moi, personnellement, je fais un grand plaidoyer, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain, à travers l'initiative que je mène, mais aussi
disons, l'audience que j'ai pour sensibiliser le maximum de personnes à cette problématique-là, mais on reste quand même toujours au stade de l'effort qu'on doit fournir encore plus. Donc, on doit vraiment augmenter cet effort-là, puisque comme je l'ai dit, les populations, elles ne sont pas ni sourdes, ni muettes, ni aveugles. Elles comprennent que cette problématique-là, elle est réelle. Elles vivent cette problématique-là en temps réel. Au Sénégal, on a eu des populations côtières de Bargny, en passant par Kaya, en passant par Thiaroye-sur-Mer, donc toute la grande côte du Sénégal et la petite côte, qui se mobilisent en temps réel pour parler des impacts de l'avancée de la mer, de l'érosion côtière sur nos zones. On a eu des déplacés climatiques, on a eu des zones qui aujourd'hui, les maisons ont disparu en raison de cette avancée rapide de la mer. Donc, on est vraiment aujourd'hui au stade de l'alerte et l'effort est là, l'effort est présent, mais il faut le renforcer, il faut aller au-delà, il faut qu'on mette cette problématique climatique au cœur du débat et au cœur de notre politique. Plus d'engagement. Alors, Ndeye-Marie, on vous nomme ministre de l'Environnement pendant une journée au Sénégal. Quelle est la mesure phare que vous prendrez? On me nomme ministre de l'Environnement pendant une journée au Sénégal et je regroupe l'ensemble des forces et l'ensemble des acteurs qui s'activent autour de cette conscience environnementale. Je crée une force globale et on s'organise sur le terrain pour impacter le maximum de populations possible, puisque les ressources humaines et les ressources, je vais dire, intellectuelles sont là, mais il reste de la cohésion, il reste de l'organisation, il reste d'unir en fait nos forces. Et également, si j'en ai l'occasion et le temps, je créerai aussi une union globale des pays africains et notamment des pays de l'Ouest. Nous sommes dans le Sahara, nous sommes confrontés à l'avancée de la désertification et il faut que nous mettions en commun nos ressources et nos forces pour lutter contre les problématiques qui nous touchent tous en tant qu'Africains. Ndeye-Marie Aïdou Ndiéguène, une voix et une vie dédiée à la protection de notre planète. Alors, Ndeye-Marie, maintenant, on va en venir à votre casquette d'écrivaine. Vous êtes auteur de 2 romans et co-auteur de 2 ouvrages scientifiques traitant respectivement de l'implication des femmes dans l'industrie spatiale, mais aussi du changement climatique. Lorsque vous prenez votre plume, qu'est-ce qui vous inspire, Ndeye-Marie? Alors, lorsque je prends ma plume, ce qui m'inspire, c'est ce qui m'entoure. Ce qui m'inspire, c'est ce que nous vivons au quotidien en tant que jeunesse africaine. Dans mes romans, bien que nous sommes dans le cadre de la fiction, je parle de l'immigration clandestine, je parle du désespoir auquel sont confrontés les jeunes dans nos pays. Donc, ma plume, elle est pour moi cette opportunité que j'ai de parler en tant que jeune, de m'exprimer en tant que représentante de cette jeunesse africaine-là et de mettre sur papier, et c'est un héritage à la prospérité que je laisse pour les générations futures, de mettre sur papier ce que je ressens, ce que je pense et ce que j'aimerais pour notre continent. J'ai aussi participé à 2 ouvrages scientifiques, l'un sur l'implication des femmes dans l'industrie spatiale, puisque le spatial, c'est aujourd'hui une question majeure et c'est aussi un outil qui pourrait nous aider à faire avancer nos recherches, mais aussi notre lutte contre ce changement-là. Et j'ai aussi participé à un ouvrage collectif avec 50 autres activistes pour le climat à travers le monde, où ma contribution a porté sur l'impact de ce changement-là sur les populations côtières, notamment sur la ville de Kayar, où j'ai travaillé avec énormément de producteurs, de pêcheurs, et où j'ai collaboré avec ces jeunesses-là et où moi j'ai été témoin de cette avancée fulgurante de la mer, de cette plage qui s'est divisée en 2, de cette salinisation des terres que les producteurs constatent, de ce changement qui est en train de s'opérer, de ces cimetières qui sont engloutis. Donc j'avais envie et j'avais ce besoin-là d'écrire. Et ma plume, elle est là pour mener Peut-on cette parler d'une plume mission-là verte? de l'Afrique. Est-ce qu'on peut parler d'une plume verte pour Ndeye-Marie? D'une plume verte, d'une plume engagée, puisque je me rappelle que dans nos discussions en terminale, quand on parlait de l'écrivain, il y avait cette dichotomie entre ceux qui s'engagent et ceux qui rêvent.
je suis entre ceux qui s'engagent et ceux qui rêvent. Parce que dans mes rêves, il y a de l'engagement. Je vais parler d'une plume engagée au service de l'ensemble des luttes et notamment de celle du climat. Dame-Marie, vous avez remporté plusieurs prix scientifiques et littéraires. Vous avez aussi représenté le Sénégal dans plusieurs institutions internationales. Récemment, c'était à l'Union africaine. À travers votre engagement, votre soif d'apprendre, de relever les défis, est-ce qu'il y a un message que vous essayez de faire passer auprès de la jeunesse? Oui, vous savez, la jeunesse sénégalaise est parfois catégorisée à tort, hein, comme une jeunesse qui ne s'engage pas, comme une jeunesse qui est intéressée, voilà, beaucoup plus par les divertissements. Je vois énormément de personnes d'autres générations qui tiennent ce type de discours. Et je pense qu'à travers mon exemple et à travers d'autres, hein, il y a énormément d'autres jeunes qui font aussi un travail extraordinaire. Nous lançons un message que cette génération-là est une génération engagée, c'est une génération qui est prête, c'est une génération qui aime apprendre, c'est une génération qui a un impact positif sur le monde, qui a un impact positif dans leur pays et qui est capable de mener un changement à l'échelle globale. Je pense que tous les pays l'ont prouvé, cette génération Z, entre guillemets, qui fait la une des médias aujourd'hui, elle prouve à travers moi et à travers beaucoup d'autres exemples que nous sommes là, nous sommes engagés et nous prenons l'engagement aussi d'aller vers des causes impactantes. Entre Ndeye-Marie et les animaux, une longue histoire d'amour. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Oui, Je vous suis sur les réseaux sociaux. À côté, les animaux sont, à côté de vous, les animaux sont, je dirais, safe, en sécurité, et oui. particulièrement les chats. Je sais que vous affectionnez les chats. Oui, vous en entendez un d'ailleurs. Oui, en fait, c'est une passion pour toute la nature en général. Je crois au fait que nous sommes partie prenante d'un ensemble voilà, global, qu'on appelle un écosystème de façon globale, et que nous interagissons avec les animaux, les végétaux, la nature, les éléments naturels. Et j'aime interagir avec cette nature-là. J'ai autour de moi énormément d'animaux depuis que je suis toute petite. Et je pense que cela permet de développer une certaine sensibilité et un certain esprit d'engagement quand on sait que nous ne sommes pas seuls sur cette planète-là et que nous avons le devoir de la protéger et de protéger tout ce qui y vit et tout ce qui y habite. Alors, moi, je vais rester avec les chats. Quel est le nom que vous avez donné à votre chat, Ndeye-Marie? J'en ai plusieurs et Ah, je vais donner. L'un s'appelle Bourg, donc Bourg qui veut dire roi mhm. en Wolof. Et l'une s'appelle aussi Linger, donc Linguère Linger, qui est la reine. voilà, la reine. Donc tout ça pour montrer que voilà, j'aime cette image-là de la royauté, de ce monde animal-là qui vit à côté de nous, qui interagit à côté de nous, mais qui a voilà, énormément de secrets et un caractère extrêmement intéressant. Ndeye-Marie, avec la complicité de la régie, je vais à présent vous montrer des photos d'une personne que vous aimez énormément, avec la complicité de la régie bien sûr. Nous allons dans quelques instants voir ces images. Ce sont des images de votre père, Mamadou Ndiéguène, ancien journaliste à la radio-télévision sénégalaise. Voilà, il est là en train d'interviewer Moustapha Niasse, qui est ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Sur Facebook, en souhaitant joyeux anniversaire à votre père le 13 juin 2020, vous écriviez, Ndeye-Marie, ces mots. Ce que mon père m'a appris est au-delà de tout ce que je ne peux décrire. Ndeye-Marie, que vous a appris votre père et qui vous sert aujourd'hui de boussole? Alors, mon père est journaliste. Ça a toujours été pour moi, j'ai grandi dans un environnement où le débat, la liberté d'expression, l'engagement faisaient partie de notre quotidien depuis petite. D'ailleurs, j'étonnais beaucoup parce que j'aimais prendre la parole, j'aimais débattre, j'aimais donner mon avis. Parce qu'à la maison,
j'avais à mes côtés un père qui me laissait la parole, qui m'interpellait sur des questions internationales déjà très petites. J'en débattais avec lui et il me demandait de lui donner son avis et on regardait ensemble l'actualité mondiale. C'est une habitude que j'ai. Le matin, je regarde toujours le journal parce que ça fait partie de ce que j'ai toujours fait depuis très petite. Mon père, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes Sénégalais, de beaucoup de journalistes. C'est un exemple pour moi, un exemple de rigueur, un exemple de travail, d'abnégation. Je l'ai vu parcourir le monde. Je ne comprenais pas toujours les enjeux, mais c'est aujourd'hui un peu plus grande que je découvre l'immensité du travail qu'il a abouti. Et c'est vraiment tout un honneur de porter voilà, ce legs, ce lourd legs de ce grand journaliste, mais aussi une grande fierté. Donc aujourd'hui, il forme d'autres journalistes à travers une école de formation qu'il a créée dans son Thiès natal. Et c'est tout aussi une fierté pour moi de le voir transmettre cet art-là. Le journaliste, ça a été toute sa vie. Il m'a raconté que déjà tout petit, il notait les informations dans un petit carnet parce qu'à l'époque, c'était la radio qui était beaucoup plus présente hein, dans les années 60-70. Donc voilà, c'est tout un rôle modèle et c'est ce qui nous a permis, pas seulement moi, mais mes sœurs, mes frères, d'être là où nous en sommes aujourd'hui. Donc je le remercie et c'est avec beaucoup d'émotion que je parle de lui. Marie, je vais à présent vous montrer des images du lieu que vous aimez le plus au monde, les lieux saints de l'islam. Vous vous êtes rendu sur place, une fois devant la Kaaba, qu'aviez-vous ressenti, Marie? Un soulagement. Une fois devant la Kaaba, que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, je ressens toujours un grand soulagement. La sensation que je fais partie, comme je l'ai toujours su, d'une globalité, d'une humanité, et que à chacun de mes pas, à chacune de mes actions, Dieu est présent à côté de moi et que c'est pour cela que je dois toujours m'engager dans le bien, m'engager dans la positivité, pas simplement pour moi, mais impacter toute cette humanité-là. Donc, ce sont des lieux où on ne peut pas décrire ce qu'on leur ressent, mais des lieux qui sont pour chaque croyant, et je le crois, des lieux de réconfort, de, de paix, de paix. Marie, aujourd'hui, s'il ne restait qu'une chose, qu'une valeur à retenir de vous, que serait-elle et pourquoi? Alors, je vais répondre l'empathie. J'ai cette capacité de me mettre à la place des autres et j'ai bien aimé lorsque l'un de nos professeurs dans un programme d'échange auquel je participais, qui s'appelle le professeur Curtis Diberg, dont je rends hommage, auquel je rends hommage, disait que l'empathie est l'une des caractéristiques majeures d'un leader, qu'un vrai leader, c'est celui qui est capable de se mettre à la place des autres. Et quand je vais dans ces zones rurales aux côtés des agriculteurs, je ne suis pas un ingénieur, je suis un agriculteur. Et voilà, je pense que cette capacité-là que j'ai de pouvoir me mettre à la place de ces populations, de ces agriculteurs, de ces acteurs-là, peut-être, et voilà, le gage du succès, voilà, du petit succès, mais du succès quand même que nous avons. Donc, j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme une personne empathique. Marie Aïdou Ndiéguène, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup, Pape. Je vous remercie pour cette opportunité. Je remercie Lilian pour cette invitation. Et c'était vraiment un moment, je ne vais pas simplement dire une émission, mais un moment de symbiose, de partage que j'ai aimé avoir avec vous et l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup.
Merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.